Bonjour et bienvenue à vous, vous qui êtes au bureau, chez vous, derrière votre écran de smartphone, d'ordinateur ou de tablette. Merci d'avoir choisi de vous connecter le temps d'une émission exclusive. C'est la 3e fois que nous nous retrouvons pour décliner la Journée internationale des droits des femmes sur le territoire des Pays de la Loire. Après Fontevraud et le thème de l'entrepreneuriat au féminin en 2019, l'hôtel de région et le sport avec des parcours d'exception. C'est à distance que nous nous retrouvons en ce lundi 8 mars 2021 pour parler engagement au féminin. Car en quelques mois, les choses ont beaucoup et souvent changé. Un an quasiment jour pour jour après le début du premier confinement. Vous le savez, nous le savons, la solidarité s'est exprimée bien au-delà de l'ordinaire. L'ordinaire a lui-même été constamment redéfini, testant nos capacités d'adaptation et de résilience pour certaines et certains. Au cœur de l'action, dans l'adversité, des femmes ont agi en inventant, en transformant, souvent dans l'ombre, les contraintes en opportunités. Un engagement essentiel que nous allons saluer avec beaucoup de plaisir, le temps d'une émission composée de témoignages, des visages, des voix, des idées et des récits lumineux. Voilà le menu de l'émission que l'on ouvre maintenant, des femmes engagées, de l'espoir face à l'adversité. Et la préface de ces très belles histoires est assurée maintenant par la présidente de la région des Pays de la Loire. Bienvenue à vous, Christelle Morancet. Bonjour Cécile. Ravie. Alors après l'entrepreneuriat et le sport plus récemment, on se retrouve, cette fois c'est une émission, en ce 8 mars 2021. Pourquoi avoir choisi ce thème des femmes porteuses d'espoir ? Écoutez, moi je suis déjà très heureuse d'avoir pu maintenir cet événement. Comme vous l'avez dit, ça fait 3 ans que nous avons lancé cette initiative dans la région des Pays de la Loire pour mettre en avant les femmes de la région des Pays de la Loire qui œuvrent au quotidien. Alors bien évidemment, on n'a pas pu la faire en présentiel, mais pour moi c'était important de réaliser cet événement, donc cette émission, justement, et surtout dans ce contexte actuel, parce que c'est un message positif, un message d'espoir et surtout un message d'avenir, et je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Et puis, le parcours de ces femmes, vous allez découvrir dans un instant, c'est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur depuis le début de cette crise, parce que je suis convaincue que la réponse à cette crise, elle est collective. Et donc, les témoignages, c'est vraiment cet engagement, cette volonté, et surtout ce collectif que nous avons dans la région des Pays de la Loire, et c'est mettre en avant ces femmes qui œuvrent depuis le premier jour dans l'ensemble de notre région, parce que vous allez le voir, c'est sur nos 5 départements, c'est toutes les générations, c'est cet engagement très très fort qui est mis en avant, que ce soit dans le monde économique avec des entreprises, des femmes qui se sont engagées dans la fabrication de masques. Je ne vais pas les énumérer parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir les découvrir dans un instant. C'est également celles qui œuvrent au quotidien pour les plus fragiles. Je pense notamment dans le tissu associatif qui est totalement impacté. Comment ne pas évoquer les personnels soignants, parce que 70% des personnels soignants, ce sont des femmes qui s'engagent quand même depuis le premier jour et qui sont extrêmement épuisés de cette période. Les enseignants aussi, qui ont œuvré aussi avec de l'innovation, parce que du jour au lendemain, ne plus faire classe en présentiel, mais d'être sur de la distance et notamment de la visio. Et puis aussi, c'est de se projeter vers l'avenir. Et ça, je pense que c'est important avec de l'innovation. Et on aura de très, très beaux témoignages, mais je n'en dis pas plus. On va garder un petit peu de mystère. Alors, l'espoir, puisque c'est la thématique principale, il est bien sûr aussi incarné par les jeunes, la jeunesse.
Et c'est justement auprès des jeunes femmes que la région se mobilise en ce pré-printemps. Le mois de mars accompagne les prémices d'une plus grande équité dans les lycées. Est-ce qu'on peut dévoiler de quoi il s'agit ? Oui, alors ça fait déjà quelques semaines que nous travaillons sur ce dispositif, mais j'attendais vraiment un moment important, un moment fort, et quoi de plus idéal que cette journée des droits des femmes. Dans quelques jours, nous voterons lors de la session du mois de mars la distribution gratuite dans nos lycées, la distribution gratuite des protections hygiéniques pour les jeunes filles. Donc d'abord, ça va être testé dans 10 lycées. Et après, on va le généraliser sur l'ensemble de nos lycées dans l'année scolaire 2021-2022. Et pour moi, c'était important de l'annoncer aujourd'hui pour ce moment fort et surtout ce geste vis-à-vis des jeunes filles et notamment les plus fragiles. Oui, évidemment, et des droits des femmes en général. Un message à l'attention, alors plus globalement, des femmes de toutes les générations qui sont avec nous, qui vont être ici sur ce plateau, mais qui sont aussi derrière leur écran connectés. Oui, alors moi j'ai déjà envie de remercier très chaleureusement l'ensemble des femmes qui vont témoigner dans un instant. C'est un merveilleux cadeau qu'elles font à l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Merci à vous, mesdames. Et puis j'ai envie de m'adresser à l'ensemble des femmes qui nous écoutent cet après-midi. J'ai envie de leur dire, engagez-vous, que ce soit dans le monde politique, dans le monde de l'entreprise ou dans tout autre univers. Trop souvent, la différence entre les hommes et les femmes, c'est cette peur que les femmes peuvent avoir d'aller, de s'engager. Donc j'ai juste envie de vous dire, allez-y, foncez, ne vous posez pas de questions. Merci infiniment Christelle Morancet. C'est justement en compagnie d'une jeune femme que je vous propose d'ouvrir la jolie série de portraits collectés spécialement pour cette journée du 8 mars. Elle n'a que 24 ans et déjà, vous allez le voir, un sens aigu de l'engagement. Bienvenue à Marion Pacori. Bonjour Marion et bienvenue. Bonjour, merci à vous. Alors vous êtes en service civique, mais aussi bénévole. Bénévole à l'AFEV, c'est l'association de la Fondation des étudiants pour la ville, une structure nationale dont on pourrait résumer la mission en un mot, le lien. En quoi consiste cet engagement et surtout comment il a pu être décuplé en 2020, naturellement ? Alors l'association de l'AFEV, c'est l'idée vraiment de cette association, c'est pouvoir créer du lien entre deux réseaux. Le premier, c'est celui des jeunes, des étudiants, et le second, ça va être celui des familles et des enfants qui sont scolarisés dans des quartiers populaires. L'idée de l'association, c'est vraiment de pouvoir renforcer ce lien et d'avoir que ça soit dans les deux sens, que les étudiants, que ça soit deux mondes qui puissent vraiment se rencontrer, réapprendre à vivre ensemble et créer des initiatives. C'est vrai que pendant le confinement, ça a vraiment été source de beaucoup d'initiatives. On a mis en place tout un système à distance. Et je crois que ça a vraiment été vraiment porteur d'espoir, notamment pour les étudiants qui ont pu donner du sens dans leur quotidien, dans leur journée et voir au-delà, derrière l'écran, un sens qui pouvait mettre une action bénéfique. Et ça a vraiment, je crois, été vraiment porteur de joie pour beaucoup. D'espoir, de joie, ne pas sombrer donc dans la solitude grâce à un autre de vos engagements. Ce sont des femmes enceintes en situation de précarité qui trouvent de l'aide, de la chaleur au quotidien. Est-ce qu'on peut parler de cette maison de Marthe et Marie, parce que c'est votre lieu de vie, mais bien plus encore, c'est situé rue du Refuge à Nantes, ça ne s'invente pas. Comment on peut qualifier cet endroit et est-ce que vous y vivez ? Et c'est tout à fait ça, c'est un refuge. C'est une association qui propose des colocations solidaires entre jeunes professionnels et femmes enceintes ou jeunes mamans en situation de précarité. Le but de cette association, c'est pouvoir donner à ces femmes un cocon de douceur, de paix, pouvoir leur permettre d'attendre sereinement l'arrivée de leur bébé. Et c'est vrai que c'était notamment pendant le confinement et pendant toute cette année vraiment porteur d'espoir parce que voilà, elles ont attendu la vie à un moment où tout le monde était dans quelque chose de plutôt sombre. Donc c'était très lumineux et ça nous a vraiment permis de remettre la vie et les joies de l'instant présent voilà, au quotidien et arriver à vivre chaque jour avec le sourire, vraiment. Et vous le portez en vous. Ça fait un an, on le disait, une année pas comme les autres. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui, en ce tout début mars 2021 ? Je crois qu'à la fin de cette année, on aura tous beaucoup appris. Et c'est ça qui est chouette, c'est de voir que malgré les événements parfois difficiles, on grandit, on évolue et on se tourne toujours vers l'avenir. Je crois vraiment qu'il y a vraiment eu pendant cette année cette idée de distanciation sociale, le fait de séparer un peu les corps. Et nous, on a vraiment pu voir que ça avait rapproché les cœurs, de voir qu'en fait, on pouvait voir au-delà
et que le plus important, c'était vraiment de vivre l'instant présent et sereinement. Et je crois que ces petits bébés et ces femmes qui ont sont vraiment des femmes courage, nous ont vraiment permis de sublimer cette période-là et d'en faire quelque chose de fort et finalement de très beaux souvenirs. Eh bien, merci pour ce premier témoignage qui nous donne le là en termes d'espoir. Merci pour votre présence. Merci à vous aussi, Christelle Morancet. Quels moyens mettre en œuvre lorsque l'on est pris par l'urgence? À cette question, certaines répondent avec un naturel presque déconcertant. C'est en images que l'on retrouve une directrice d'école de Moulierne dans le Maine-et-Loire, Karen Sodjo, et Nicole Leclerc. Elle est présidente de la Croix-Rouge de Château-Gontier en Mayenne. Deux femmes du territoire au cœur de l'adaptation, au plus près des personnes touchées, dans un quotidien bouleversé. Je m'appelle Karen Sodjo, je suis professeure des écoles à Moulierne dans le Maine-et-Loire et j'occupe les fonctions de directrice d'école. Nicole Leclerc, je suis présidente de la Croix-Rouge de Château-Gontier depuis 20 ans. À l'annonce de la fermeture des écoles, je savais qu'il y avait des enfants de soignants au sein de l'école. Donc l'idée c'était de proposer un accueil pour que les soignants puissent continuer de travailler. Dès le lundi, on était toutes les enseignantes de l'école présentes pour accueillir ces enfants, puis pour commencer aussi à parler d'organisation de classes à distance. Et on a fait un appel pour avoir des collègues solidaires qui viennent aussi nous relayer afin qu'on puisse à la fois accueillir ces enfants et continuer d'offrir à nos élèves un enseignement à distance. On savait que les soignants étaient à bout de souffle. Et les bénévoles qui étaient disponibles ont pu leur apporter leur soutien. On a proposé des visites dans les EHPAD, visites de bénévoles. On pouvait leur apporter le repas du midi et du soir. Ils avaient accès dans les chambres. Les résidents, pour la plupart, ne recevaient pas de visite, sauf la visite des bénévoles qui effectuaient des tâches ménagères, mais qui pouvaient rester aussi dans les chambres. Et ça apportait aux résidents un bien-être, un sourire, quelque chose qu'ils ne recevaient pas, qu'ils ne recevaient plus. En ce moment, on est mobilisé aussi sur la plateforme de vaccination. Donner du temps, même si on n'en a pas toujours énormément, eh bien on essaie d'en trouver pour les autres. Donc on avait l'avantage d'avoir l'outil ePrimo, donc un environnement numérique de travail, qui permettait de continuer d'envoyer à nos élèves du travail par ce biais. J'avais la possibilité de faire des exercices en ligne, de proposer des cahiers multimédia avec des petites vidéos pour revoir des notions. Petit à petit, un autre besoin s'est fait ressentir avec le besoin de se voir, de se parler. À cet âge-là, les enfants sont dans la construction de leur personne. Ils ont besoin des interactions avec des autres pour grandir, pour apprendre, pour évoluer. Donc avec mes collègues, on a expérimenté la classe virtuelle. La générosité, l'engagement, la disponibilité de toutes ces personnes qui sont venues et pour certaines qui sont encore là, qui continuent d'aller dans les EHPAD et qui donnent de leur temps. D'abord le mot solidarité, puisque c'est vraiment ce qui nous a conduit à faire cet accueil pour les enfants de soignants. La solidarité avec les collègues de mon école, puisque au début on était toutes un peu perdues sur cette nouvelle façon de travailler. Moi j'ai vu de très très belles choses, que j'ai vu des familles s'accrocher à l'école, essayer de faire en sorte que leurs enfants puissent suivre du mieux possible les leçons à distance. Et que l'on soit à l'école, au sein du milieu associatif ou en entreprise, l'onde de choc et ses conséquences ont été les mêmes, avec la nécessité de penser autrement. Ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui diront le contraire. Faire avec, ou plutôt faire mieux avec ce qui est. Le secteur culturel fait évidemment partie des secteurs économiques profondément impactés. On en parle maintenant en compagnie de la présidente de l'association des libraires indépendants des Pays de la Loire qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour Cécile. Christelle Ravstedt, bienvenue. Alors cette association des libraires indépendants, l'ALIP, que vous présidez depuis 3 ans en Pays de la Loire, elle existe depuis
8 ans. Oui, elle existe depuis 8 ans et elle regroupe, alors avant le Covid, elle regroupait à peu près 60% des libraires indépendants de la région, on est un peu plus de 70, et aujourd'hui, elle regroupe plus de 90% des libraires indépendants. Ah oui, alors vous n'aviez certainement pas imaginé à l'époque combien le collectif allait compter, voire peut-être même sauver certaines librairies. Est-ce qu'on peut revenir avec vous sur le moment clé, le premier confinement et la réaction qui l'a suivi très vite? Alors le premier confinement, la première réaction, elle a été celle que tout le monde a eue. On a été sidérés, on avait peu de connaissances, pas de moyens de protection. On nous disait, vous fermez les librairies. Là, la totalité de la profession a fermé les librairies. On a suivi, on a accepté. Mais on s'est dit, on va faire notre métier autrement. Parce que notre métier, bien sûr, on est dans le champ économique, et ça, c'était totalement perdu. Mais notre métier, c'est aussi d'aller à la rencontre des gens. Et là, il fallait qu'on trouve d'autres moyens. Donc, tout de suite, on s'est mis sur les réseaux sociaux. Alors, on a un petit peu bafouillé, parce que c'était pas notre métier. On a plein de collègues qui ont mis en place des initiatives pour toujours rester en lien, toujours continuer à parler du livre. Et puis, il y a eu aussi cette solidarité entre nous. Parce qu'en fait, l'association, on a donc une permanente, une coordinatrice qui a permis de mettre en place ce réseau et de l'activer pour la solidarité. Parce qu'on était aussi profondément déprimés. Oui. D'un côté, on était Il y avait le choc. Une action de maintenir ce lien avec les clients, maintenir ce lien avec la culture. Mais en même temps, il y avait, est-ce qu'on ne va pas fermer nos librairies définitivement? Parce qu'on est quand même un secteur très peu bénéficiaire en général. Donc là, on prenait ça de plein fouet. Et alors, quelques mois plus tard, la situation elle est totalement différente. Deuxième confinement. Voilà. Là, vous passez la seconde, j'ai envie de dire, avec le click and collect. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait mis en place, bien avant, depuis 6 ans, un portail de commande et de réservation, dont on mesurait peut-être pas à l'époque l'efficacité et puis l'outil vraiment important que c'était. Et en fait, pendant toute cette période, on a quand même appris entre le mois de juin et le mois de novembre. Et là, les 3/4 des libraires indépendants de la région ont rejoint ce portail, ce qui fait qu'on est devenu vraiment une vraie proposition pour les clients pour pouvoir commander et réserver leurs livres en librairie. Et c'est allé au-delà de ce qu'on imaginait, parce qu'on a été vraiment suivis par les clients, des nouveaux clients. Qui peut-être n'osaient pas rentrer dans nos librairies, qui ne connaissaient pas, sont venus nous suivre. Alors je pense que ça témoignait d'un vrai soutien à la proximité, qu'on avait aussi dans d'autres secteurs, d'un vrai soutien aussi à la culture, parce que bon, si nous, on est plutôt satisfaits en ce moment, ça se passe plutôt bien pour nous, le monde de la culture souffre profondément, et des librairies sans un vrai tissu culturel autour, ça ne va pas durer très très longtemps non plus. On a besoin d'être nourri aussi, comme tout le monde. Mais c'est vrai que ce portail nous a permis de répondre et puis surtout aussi de mesurer comment les comportements d'achat des Français étaient en train d'évoluer. Et nous, on avait quelque chose qu'on pouvait proposer. Ça vous a permis peut-être d'aller plus vite vers cette façon de vendre, d'échanger, de partager. À titre personnel, quelles leçons vous retenez de cette expérience, de ce qu'elle a insufflé et puis finalement du collectif vécu? C'est la force du collectif et de l'humain, parce que je pense qu'on est, surtout pour les plus petites librairies, on est seul, on ne peut pas partager. Et là, on a partagé entre collègues, tout en gardant nos identités, parce que les librairies indépendantes, elles sont indépendantes, donc elles ont chacune leur couleur. Mais cette force de l'humain entre nous, du partage qu'il y a eu, bon, on aurait préféré le connaître, pas avec une crise sanitaire, mais n'empêche que ça a révélé ça. Et c'est aussi, du coup, une force pour penser un peu aussi l'avenir. Parce que nous, on va être confrontés à quelque chose aussi, c'est de continuer à défendre la diversité éditoriale. Les éditeurs
plus peu connus. Et ça va être notre deuxième temps quand on va rouvrir, parce que pour l'instant, on ne peut pas faire de rencontres. Donc, on ne peut pas défendre comme il se doit la diversité éditoriale. Et donc, ça va être notre gros défi. Ça sera l'étape d'après. Voilà. Vous êtes en tout cas dans les starting blocks. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce témoignage, Christelle Raftet. Alors, faire preuve d'initiative en temps de crise, évidemment, ça doit résonner pour beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneurs avec un E. C'est d'ailleurs grâce à une collaboration inédite entre un corps d'État, le groupement de gendarmerie de Vendée et 2 enseignes, Sodebo et Leclerc, qu'est né un moyen de communication terriblement efficace, lutter contre les violences intrafamiliales et conjugales lorsque s'installe l'isolement. Voilà un autre enjeu de taille. Je vous propose de découvrir à quel point les collaborations intelligentes et humaines peuvent faire du bien, en accueillant maintenant Véronique Sandal et Muriel Cozy, accompagnés d'Antoine Chéreau, vice-président de la région et président de la commission culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarité. Bienvenue à tous les 3. Merci de votre présence. Alors, Véronique Sandal, je disais, vous êtes colonel à la tête de ce groupement de gendarmerie de Vendée. Et pendant la crise, par crainte de constater une augmentation des violences conjugales et familiales, vous avez piloté une opération de communication inédite avec des entreprises, Sodebo, Leclerc. Comment ça a commencé? Comment est né ce projet et comment il s'est très vite concrétisé finalement avec un impact national? Oui, alors l'idée initiale, c'est surtout qu'on avait peur que les victimes de violences intrafamiliales cloîtrées chez elles avec leur bourreau, entre guillemets, soient dans l'incapacité de communiquer leur détresse. Et du coup, l'idée, c'était de les toucher au plus près de là où elles avaient le droit d'aller pendant le confinement, c'est-à-dire les centres commerciaux, enfin, les grandes surfaces alimentaires, et donc de les toucher par ce biais-là. Donc c'est l'objet du partenariat avec Leclerc et du partenariat avec Sodebo. Qu'avec Sodebo, ça a un intérêt tout particulier parce qu'en fait, on s'est rapproché de l'entreprise assez rapidement pour voir avec elle si c'était possible de mettre en place une opération de communication du numéro 3919, qui est le numéro d'appel d'urgence pour les femmes victimes de violences. Et en fait, elles ont réagi très, très, très rapidement et elles nous ont proposé assez vite un plan d'opération, puisque c'est venu des directrices de l'entreprise. Oui, qui sont des femmes. Qui sont des femmes, voilà. C'est des sœurs, effectivement, avec qui on a de très bonnes relations. Elles ont réagi très, très rapidement. Et elles nous ont proposé donc d'imprimer cette étiquette 3919 sur des produits de grande consommation, donc les pizzas. Et ce qui nous a beaucoup plu dans la démarche, c'est qu'en fait, ça a été diffusé. Elles ont mis ça sur 3 millions de pizzas qui ont été diffusées dans toute la France pendant plusieurs mois. Donc ça a eu un impact pour nous assez grand, même si c'est vrai qu'on ne peut pas forcément mesurer effectivement le nombre d'appels qu'il y a eu au 3919 suite à ça, mais en tout cas, l'information était diffusée. Alors, évidemment, se reconnaître victime n'est pas forcément déjà une chose facile. Faire la démarche d'appeler, c'est encore autre chose. Pourquoi c'était important et pourquoi, finalement, ça n'a pas été fait avant, de diffuser largement ce numéro d'appel par des moyens nouveaux? Alors, le Grenelle des violences faites aux femmes, qui a été lancé en septembre 2019, a déjà développé pas mal cette information, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu cette idée. Je pense que la période de confinement, elle a été assez propice à nous donner des pistes de réflexion, parce qu'on s'est retrouvés avec des missions réduites, en fait, par rapport à nos missions traditionnelles, et donc on a eu envie d'innover, et on s'est rendu compte qu'on en était capable. Et ça, c'est vraiment bien, mais c'est vrai que c'est pas facile pour les femmes victimes de téléphoner ou de se déplacer jusqu'à une brigade de gendarmerie pour déposer plainte. Oui, et vous le disiez, en plus, une fois le premier appel, vous avez presque une seule chance finalement de faire un accueil de qualité. C'est ça, alors que ce soit... Alors, au 3919, c'est bien, c'est des gens qui sont formés, qui répondent, etc. Ouais. Nous, les gendarmes, on essaye de les former aussi pour qu'ils répondent bien. C'est important parce que la femme, elle fait la démarche qu'une seule fois. Si elle se sent mal reçue, je pense qu'elle ne revient pas souvent. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler, mais la démarche, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui, un an après ? Mon sentiment, c'est surtout ça on s'est rendu compte qu'on est capable dans l'adversité, entre guillemets, de se réinventer et de trouver des moyens nouveaux pour continuer à accomplir nos missions et améliorer la qualité du service qu'on rend à la population. Merci beaucoup. Muriel Cozy, vous connaissiez cette opération du 3919 sur les boîtes de pizza ? Je l'ai rencontrée effectivement au détour d'une pizza. Ah, d'accord. Et donc, vous avez découvert ce système
Oui, malin. C'est vrai que c'était intéressant de pouvoir rentrer dans les maisons, Oui, c'est ça. dans toutes les maisons. Alors, vous êtes la directrice du CIDFF de la Sarthe. Il s'agit du Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. En quelques mots, comment résumer le rôle d'un CIDFF ? Alors, un CIDFF, c'est une association qui appartient à un réseau national et qui œuvre pour l'égalité entre les femmes et les hommes à travers 3 secteurs principaux, qui sont l'information sur les droits par des permanences de proximité, et notamment en milieu rural, la lutte contre les violences faites aux femmes et l'insertion professionnelle des femmes. Très bien. Alors, vous accompagnez, donc, on le comprend, les femmes sur tous ces sujets, et ça passe par une prise en charge des victimes de violences conjugales, précisément, avec des permanences juridiques décentralisées, un maillage territorial né grâce à l'initiative de la région sur 3 territoires. Pourquoi c'est important, la notion de permanence décentralisée qui s'est révélée notamment très efficace au moment du confinement? Je pense notamment au territoire de Brulon. Tout à fait. Les permanences décentralisées sont importantes parce que quand on est à 45 km du Mans, on ne vient pas forcément au Mans et certainement pas pour des violences. Donc, aller vers les personnes, être un lieu de proximité, c'est vraiment notre vision des choses et qu'on partage avec la région, avec le département. Ce qui a permis effectivement de faire une action très spécifique sur le territoire de Brulon-Loué, où il y a effectivement une permanence juridique sur laquelle les femmes victimes de violences sont prioritaires, évidemment, et aussi un groupe de partenaires qui œuvrent autour des violences avec des travailleurs sociaux, des professionnels de santé, la maison de service au public, quelque chose de large qui fait qu'on se connaît, et c'est ça qui a produit ses fruits pendant le confinement, alors que les services étaient fermés, oui. En tout cas physiquement. Le fait de se connaître, on a pu se joindre facilement, on a gagné un temps très très précieux pour trouver des solutions pour les femmes victimes de violences. Et ça a fait toute la différence. Et ce qui a fait la différence, c'est d'avoir mis les moyens avant la crise, c'est ça. Pour que ce soit efficient à ce moment-là. Au moment où on a eu vraiment le plus besoin. Particulièrement à ce moment-là. Merci beaucoup. Alors, vous le disiez, parmi les autres clés de la liberté, il y a bien sûr l'accompagnement et le retour à l'emploi. Ça fait partie des missions du CIDFF. Et en cette année, pas comme les autres, ces missions rejoignent la scène culturelle, elle aussi un peu mise à mal. Est-ce qu'on peut parler de ce projet qui réunit les mondes? Un projet peut-être un peu improbable sur le papier, en tout cas avant. Projet qui est vraiment né du chaos de la situation, je dirais. Ouais. En fait, donc, on accompagne vers l'emploi des femmes qui sont relativement éloignées de l'emploi et qui, du fait du confinement, de la situation économique, avaient beaucoup de découragement par rapport à leur recherche d'emploi et beaucoup de stress, parce qu'aussi beaucoup de femmes qui vivent en situation de foyer monoparental, qui ont assumé à plein temps les enfants et qui avaient aussi ce stress-là. Et on a constaté que partir sur la recherche d'emploi directement n'était pas efficient pour elles à ce moment-là. Donc on a créé des ateliers d'écriture. Ça, c'était notre petite initiative, je dirais. Et en rencontrant la scène nationale du Mans, Virginie Bocard, on a imaginé quelque chose d'un petit peu plus consistant. Eux aussi sont dans une situation inédite, particulière. Et donc, on a mis en place on est en train de créer ce partenariat d'accompagnement par une autrice de théâtre, Magali Mougel, de notre groupe de femmes qui écrivent. Pourquoi elles écrivent? Pour se libérer, pouvoir ensuite être libre, disponible pour la recherche d'emploi. Et l'idée, c'est, au-delà de l'écriture, il y a aussi la parole, la prise de parole en public, la posture, tous ces éléments qui sont importants pour la recherche d'emploi. Donc, et ça donnera peut-être même lieu un jour à une représentation. Une représentation, à tout le moins un échange avec l'équipe du théâtre et puis un atelier d'écriture qui se déroulera normalement au sein du théâtre. Ouais, super belle initiative. Une leçon à tirer de cette crise, votre sentiment aujourd'hui, 8 mars 2021? Mon sentiment, c'est que, bien sûr, on a eu beaucoup à s'adapter et la situation a été particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, moi, ce que j'en retiens, c'est ces 2 femmes qui se sont adressées à nous pour des questions juridiques et d'emploi, d'ailleurs, parce qu'elles ont mis à profit le confinement, dès le début du confinement, en mars, pour s'éloigner de leur conjoint violent
Et parce que le confinement, justement, du fait de l'interdiction de se déplacer, les mettait à l'abri. Et elles se sont mis à l'abri comme ça, et en laissant passer notamment, du coup, les premières semaines de séparation, dont on sait qu'elles sont les plus dangereuses. Voilà, le confinement peut aussi servir. Merci, c'est vraiment intéressant votre témoignage. Antoine Chéreau, une réaction sur ce que vous venez d'entendre? D'abord, ça suscite beaucoup d'admiration. De la part de toutes les deux, dans cette période, sur un sujet qui est quand même extrêmement sensible, qui est la préoccupation de tous, et vous avez eu raison de le souligner, avant même que la crise démarre. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'au-delà d'un professionnalisme qui est réel, que ce soit les gendarmes ou les membres de votre association, dans une démarche qui est quand même une démarche très sérieuse, professionnelle, il y a une créativité et une envie d'aller jusqu'au bout, quoi, dans une période où, à partir du premier confinement, en fait, plus rien n'était comme avant, et qu'en particulier, il n'y avait plus de circuit normal pour pouvoir détecter, et il n'y avait plus de circuit normal pour pouvoir accompagner non plus. Et finalement, l'une et l'autre, on l'a entendu, ont trouvé les portes qu'il fallait pour pouvoir inventer un service public autrement. On peut dire, mais la réalité, c'est que c'est un élan du cœur, ça se sent. Mais quand même, je le dis, sur une base très professionnelle, et c'est ça que la région a souhaité accompagner. Le fait de pouvoir trouver des modes différents pour vraiment détecter, voilà, vous étiez à la maison, venez dire. Et puis pour pouvoir faire en sorte d'avoir un accompagnement. Alors il y a d'autres initiatives, mais la région, elle a aussi veillé à ce que la réponse puisse se faire sur l'ensemble du territoire. Oui. Et vous nous avez accompagnés au CIDFF aussi à pouvoir avoir des initiatives à des endroits où on avait noté qu'il y avait des trous. Oui, voilà. c'est ça. Grâce à une initiative qui précédait et qui était l'accompagnement d'un observatoire régional des violences faites aux femmes, et qui avait mis en évidence aussi un certain nombre de difficultés parce qu'il n'y avait pas d'acteurs. Et moi, ce qui me frappe, c'est que partout où il y a des initiatives qui ont été lancées, comme ces deux-là, très fortes, ça a entraîné un élan après de nombreux acteurs. Et on lui disait, j'ai en exemple à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, par exemple, où tout le monde s'est engagé à fond, les élus, les associations, pour dire effectivement il n'y avait pas cette réponse et on l'apporte. Donc vraiment bravo à toutes les deux, mais je pense que c'est un vrai service qui est rendu aux femmes de notre région. Vous l'avez un peu dit, ce qu'il a été, mais quel sera surtout demain le rôle de la région au plus près des femmes sur les territoires pour aller peut-être encore plus loin, anticiper, accompagner? Alors d'abord, c'est la continuité d'une action qui était engagée. Depuis 2017, c'est 2,5 fois le budget, 2 fois et demi plus que la région a mis en budget pour accompagner les différentes initiatives. Et la période du confinement a plutôt agi comme un accélérateur de ce qu'il fallait faire maintenant. Et donc on attend beaucoup, et je pense qu'il y a aussi des liens humains qui se sont créés et qui devront nous permettre d'aller plus loin. Et puis, on attend de l'expérimentation dans ces 3 territoires où il y avait un peu un trou, d'apprendre encore pour faire en sorte que l'ensemble des 5 départements de la région soient bien couverts sur ces 2 sujets, quoi, vraiment la détection et l'accompagnement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Merci à toutes les deux de votre présence. Si l'on en croit Horace, donc ça ne date pas d'hier, l'adversité révèle le génie quand la prospérité le dissimule. C'est particulièrement vrai, une fois encore, pour les femmes que nous allons découvrir, écouter, voir en images maintenant. Sylvie Chailloux préside le groupement d'entreprises Mode Grand Ouest. En catalysant l'énergie de plusieurs usines adhérentes du groupement, elle a coordonné la fabrication de masques réalisés à prix coûtant, sans marge bénéficiaire pour les entreprises. Odile Duvaux, quant à elle, est médecin et chercheur à la tête du laboratoire biotech Xenotera en Loire-Atlantique. Témoignage croisé de responsabilités très bien endossées par des femmes de tempérament et d'action qui ont su mobiliser leurs équipes. Sylvie Chailloux, je suis notamment présidente du groupement Mode Grand Ouest. Je co-dirige l'entreprise textile du Maine à Montillet, dans le Maine-et-Loire. Je m'appelle Odile Duvaux. De formation, je suis médecin et chercheur. J'ai fait 10 ans de recherche fondamentale. Je suis présidente et cofondatrice de Xenotera. Pendant la crise du Covid, il a été évident pour moi, qui suis présidente de biotech et qui suis médecin, de voir et de réfléchir à la façon dont je pouvais participer à l'effort collectif. Donc il se trouve que j'ai pu, avec toute l'équipe de Xenotera, très vite
embrayé sur l'idée qu'on avait une technologie qui pouvait être appliquée à un médicament pour les malades du Covid. Nous travaillons dans la mode, nous sommes habitués à beaucoup d'agilité, nous réalisons une nouvelle collection tous les 3 mois. Donc en février 2020, je suis contactée par la Direction générale des entreprises pour savoir si je suis en capacité d'organiser sur le territoire une fabrication de masques. Je réponds favorablement en me mettant tout de suite en mode projet, mais je ne sais absolument pas dans quoi je me suis engagée à ce moment-là. J'opère alors une grande solidarité au niveau de notre filière. Tous les réseaux jouent à fond. L'important, c'est d'identifier une matière, un tissu qui sera validé par la DGA. La demande est très très forte. Nous travaillons avec l'équipe d'adhérents qui est mobilisée et l'équipe de permanents de Mode Grand Ouest 7 jours sur 7 et on réussit à convaincre des entreprises et des salariés qui sont souvent très volontaires et on commence la fabrication de masques. La crise, ça a été une occasion de révéler plein de choses. Première chose, c'est ce que ça révèle de soi-même. Depuis maintenant 1 an, je travaille envers et contre tout, mobilisée par un seul but qui est celui des patients. Ensuite, c'est aussi une occasion de travailler différemment avec des gens qui travaillent eux aussi différemment. Des interactions qui vraiment dépassaient toutes les habitudes et ça, c'est formidable. D'une façon générale, je suis toujours très attirée par le collectif. Je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses et j'ai beaucoup de plaisir à mettre les gens en relation. La bienveillance dominait dans tous les échanges. Donc j'en ai un souvenir inoubliable. C'est un événement qui aura marqué ma vie, qui me rassure sur la nature humaine de pouvoir s'unir quand il y a un péril à combattre. J'ai découvert une énergie et une capacité à avancer malgré les obstacles et les difficultés, qu'au-delà des habitudes traditionnelles et des interactions, j'allais dire, formatées qu'on peut avoir avec les administrations, avec d'autres entreprises, il arrive un moment où tout le monde est capable de challenger ses propres modes de fonctionnement. Et alors le troisième élément très important, c'est l'équipe. Pendant toute cette crise, on s'est mobilisé, j'allais dire, sans compter et en même temps en prenant du temps pour faire attention les uns aux autres, pour vérifier que chacun tenait le coup alors que les choses sont extrêmement denses et un peu stressantes. Et donc ça, on a un côté maintenant frère d'armes chez Xenotera qui fait qu'on se dit qu'on pourra remporter bien des batailles encore tous ensemble. Voilà pour ces très jolis témoignages. Laisser de côté les habitudes, mobiliser son énergie pour les priorités, se réinventer. Depuis le début de cette émission, nous bénéficions d'un concentré très actif de parcours, d'idées, de regards et d'actions qui forcent le respect. À leur façon, toutes ces femmes ont contribué à maintenir l'espoir intact en dépit de repères bousculés. Notre dernière intervenante était au plus près du choc, en première ligne, là où l'urgence, c'était de maintenir la vie. On est ravis d'accueillir la directrice du CHU d'Angers. Bienvenue à vous, Cécile Jaglin-Grimont-Pré. Bonjour, merci à vous. Merci de m'accueillir et de me permettre de mettre en lumière cet environnement qui est essentiellement féminin, puisque 70%, plus de 70% des personnels d'un établissement de santé sont des femmes. Et merci de me donner l'occasion de vous dire ma fierté de la façon dont le CHU, que je dirige depuis 3 ans et demi maintenant, a répondu à cette crise en accueillant 1600 patients atteints de Covid, dont un tiers en réanimation. Alors, j'ai envie de vous dire à quoi sert un dirigeant dans ces périodes de crise. Alors, c'est d'abord la capacité à prendre des décisions en urgence, c'est aussi le rôle d'animation de l'équipe, et puis c'est le fait de garder un management calme et serein, de façon à ce que les équipes qui subissent une pression très importante puissent faire face dans les meilleures conditions et de leur permettre de vivre avec le plus de sérénité possible l'accélération du temps qu'il ressort de la crise. Alors, c'est aussi une caractéristique particulière de cette crise. Les hôpitaux sont habitués à traverser des périodes de crise, mais 1 an sans sortir de la crise, c'est très long, c'est épuisant pour les équipes. Et on est confronté à des périodes de découragement, il ne faut pas se le cacher.
Et donc, mon rôle, c'est aussi de permettre de donner des moments de respiration, d'être à l'écoute des professionnels, de savoir en permanence faire des retours d'expérience à chaque étape de la crise, de façon à ce que le CHU puisse se renouveler, se modifier, se réinventer au fur et à mesure. Alors, j'ai envie de vous parler un peu de la touche personnelle que j'ai apportée dans cette crise. C'est de saisir cette opportunité pour développer la responsabilité populationnelle du CHU. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité populationnelle? Alors, ça veut dire de mettre à disposition du territoire de l'expertise hospitalo-universitaire de l'établissement en partenariat avec tous les acteurs qui contribuent à la santé sur le territoire. Donc du collectif Du 100%. collectif à 100% sur la formation, en apportant une expertise et des bases scientifiques dans tout ce qu'on fait, dans la coordination des acteurs sur les prises en charge, et puis aussi dans la recherche. Et j'ai envie de souligner le fait que pendant cette année, ce sont 29 protocoles de recherche dédiés au Covid qui ont été initiés par les scientifiques du CHU. Alors, dans la vie concrète, comment cette responsabilité populationnelle se développe? Eh bien, c'est toutes les semaines une cellule de crise avec les 28 établissements de santé, publics et privés, de notre département. C'est une coordination sur la prise en charge en réanimation. Vous savez que la région Pays de la Loire est une des régions où le nombre de lits de réanimation est le plus faible en France pour 100 000 habitants. Et donc, c'est particulièrement important tous les jours de savoir combien de lits disponibles on a et combien de patients en ont besoin et de répartir au mieux ces patients dans nos établissements. Et puis, c'est le soutien à la médecine de ville. Entre mars et mai 2020, nous avons créé 30 centres dédiés au Covid dans des salles municipales, dans des maisons de santé pluridisciplinaires, pour garantir à chaque patient ayant des symptômes Covid une consultation de médecin généraliste gratuite, rapide, et en même temps préserver les cabinets de ville du risque de transmission du Covid dans les salles d'attente. Et puis enfin, à l'automne, une centaine des patients du CHU d'Angers ont été accueillis dans les cliniques privées de l'agglomération pour pouvoir être opérés là où le report aurait constitué un risque trop fort pour eux. Et ça, c'est une belle solidarité entre les établissements de l'agglomération également. Alors, si on continue à repasser le film, c'est le CHU d'Angers qui a été le premier à accueillir des trains provenant de la région du Grand Est et de Paris. On se souvient de ces images, mais il y a aussi tout ce qu'on n'a pas vu. Une équipe mobile auprès des migrants, la télémédecine, une cellule d'écoute psychologique, la liste est longue. Vous avez sélectionné pour nous quelques images, des sourires, des regards qui parlent presque d'eux-mêmes, mais je vous laisse quand même nous les commenter pour bien comprendre ce qui a pu se passer sans qu'on le voie. Merci beaucoup. Ça me donne l'occasion de vous montrer 4 visages de femmes qui ont pris des initiatives remarquables. Et je commence tout de suite par le docteur Marine Asfar. Donc, Marine Asfar est une gériatre et en mars 2020, elle a proposé de coordonner des équipes mobiles pour les 150 EHPAD et résidences seniors du département. Donc, les équipes mobiles étaient constituées d'un binôme avec une infirmière, un interne, et ils se déplaçaient donc dans les établissements en fonction des besoins qui leur étaient exprimés. Et ils avaient une téléexpertise ou une téléconsultation avec un gériatre qui, lui, restait au CHU. Donc, ce sont 8000 personnes âgées qui ont bénéficié de ces équipes mobiles. Alors, au début, pour de la formation, pour savoir comment réagir à un patient Covid, comment l'isoler. Ensuite, ça a été le dépistage avec toutes les techniques dont on entend parler tous les jours. Et puis, dernièrement, c'est la vaccination qui est accompagnée par ces équipes mobiles. Et ça a eu un tel succès qu'on a déployé cela aussi vers le handicap, avec des équipes mobiles handicap, et vers la précarité, avec des équipes mobiles précarité, qui ont le même rôle, mais vers les populations concernées. Un deuxième visage ? Oui, un autre sourire. Voilà, celui du professeur Bénédicte Goyer, qui est notre chef de service de psychiatrie et d'addictologie, qui a eu beaucoup d'initiatives remarquables pendant cette période, mais je vais en citer 3.
La première, c'est d'avoir cédé une partie de son service pour accueillir des patients du centre hospitalier du Sésame, qui est un centre hospitalier spécialisé en psychiatrie, mais qui n'avait pas d'accès à l'oxygène. Et on sait que l'oxygénothérapie est indispensable pour certains patients atteints du Covid. Et donc, elle les a accueillis au CHU. Et puis, elle a mis en place aussi une cellule d'écoute psychologique pour nos personnels qui pouvaient... donc en interne, hein. Absolument, qui pouvaient être confrontés à des périodes de tension, à des doutes, à des découragements. Et donc, voilà, ils avaient la possibilité, de manière anonyme, s'ils le souhaitaient, bien sûr, hein, de pouvoir appeler cette cellule d'écoute. Et puis enfin, pour éviter que les patients psychiatriques suivis au CHU aient une interruption de leur traitement, toute une série d'activités en téléconsultation. Et ici, on voit le docteur Marie Brière qui fait un repas thérapeutique avec une jeune femme qui est atteinte de troubles du comportement alimentaire et qui prend son repas devant la caméra pour continuer à avoir cet accompagnement indispensable. Belles expériences. Merci. Un troisième sourire, celui du docteur Delphine Douillet. Donc, c'est une jeune urgentiste. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous avons pu organiser des opérations de solidarité avec d'autres régions de France qui ont été plus touchées que nous par le Covid et qui, à un moment donné, ne pouvaient plus faire face à l'afflux de patients en réanimation. Et donc, le CHU d'Angers a accueilli 30 patients au printemps et à l'automne, dont 6 le 16 mars par le premier train sanitaire au monde, voilà, qui est arrivé chez nous, à Angers, et que le docteur Delphine Douillet s'est porté volontaire pour participer à ce déplacement, mais surtout, puisque c'est une future hospitalo-universitaire, elle a rédigé un article dans une revue qui s'appelle Emergencias et qui permet de démontrer l'intérêt du vecteur ferroviaire pour des transports en toute sécurité de patients en réanimation. Et puis mon dernier sourire. Si pour terminer, un dernier. Voilà, c'est celui de cette socio-esthéticienne du CHU qui, en temps habituel, travaille en rééducation, notamment auprès des patients en soins palliatifs avec la démarche Snozelen. Et qui a proposé de mettre son savoir-faire à disposition de ses collègues qui étaient dans les services les plus exposés, qui subissaient des journées de tension et d'activité très importantes. Alors, c'est un projet que nous avions dans le cadre du projet qualité de vie au travail du CHU, mais qui devait se dérouler dans des espaces dédiés que nous sommes d'ailleurs en train d'aménager grâce à un don de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et ce qu'elle a proposé d'original et qu'on a souhaité accompagner, c'est le fait de ne pas attendre ces lieux et de se déplacer au cœur même des services. Donc ici, on est dans une salle avec de soins. Un chariot qu'elle emmenait avec elle. Avec un chariot, effectivement, qui contient ce fauteuil et tous ces dispositifs lumineux. On n'entend pas la musique, mais il y a aussi de la musique si les personnes le souhaitent. Et donc, ce sont 280 professionnels qui ont bénéficié de massages flash d'une dizaine de minutes avec une énorme satisfaction qui nous a été remontée. Donc, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Et je suis particulièrement fière de cette initiative. Et de toutes les autres. Merci pour ce voyage. On imagine être juste un aperçu, un extrait de tout ce qui a pu se vivre. En tout cas, vous incarnez bien la sérénité que vous avez souhaité impulser et maintenir dans cette période trouble. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment terminer une émission aussi riche, Antoine Chéreau? C'est à vous que revient cette mission. On la termine avec le sourire. Oui. J'espère qu'elle est aussi le sourire de chacun de ceux qui nous regardent. Je pense que Christelle Morancet, qui tenait beaucoup à ce qui est la première femme de la région, qui tenait beaucoup à ce que la région soit présente sur cette journée-là, en ayant d'abord mis en avant des femmes sportives, des femmes entrepreneuses. C'était les 2 dernières éditions. Évidemment, voulait à la fois mettre en valeur des femmes pendant la crise, mais surtout donner aussi enfin un message d'espoir. Et je pense que c'est réussi. Alors, il y a la sérénité dont parlait Cécile Jaglin à l'instant, mais je pense que ça fait du bien aussi dans cette période-là de se dire, et peut-être que la femme incarne mieux ça encore, moins de stress ou moins de crise, voilà, que on va pouvoir s'en sortir avec là encore le sourire. Donc moi je l'ai après cette séquence, et j'espère que chacun d'entre nous pourra l'avoir grâce à elle.
Merci beaucoup Antoine Chéreau, merci à vous Cécile Jaglin-Grimont-Pré, merci à toutes les intervenantes qui sont venues témoigner. Merci à vous toutes et tous qui étiez avec nous derrière votre écran en ce début d'après-midi. L'émission pour toutes les personnes qui ne pouvaient pas se connecter en direct sera visible en replay sur le site de la région www.paysdelaloire.fr. Et merci à vous, moi aussi je vous quitte avec le sourire en vous souhaitant une très belle fin de journée. Merci.